Adrien, c'est toi qui commence les brèves cette semaine Allez, avec une nouvelle autour de Hit Number 2. exactement, Hit Number 2, donc de Michael Mann. Michael Mann qui a récemment confirmé qu'il travaillait sur un Hit 2, je vais pas dire Hit Number 2, hein. Hit 2, le film, et ce serait son prochain film. Ce serait en fait adapté du roman Hit 2 qu'il a coécrit avec Meg Gardiner et qui a été publié lors du tournage de Ferrari, qui est actuellement en fait le film pour lequel Michael Mann fait de la promo. Bien sûr. Le livre a été très bien reçu, ce Hit 2, donc qui est une suite littéraire en fait au film, qui a été porté par Al Pacino et Robert De Niro. Et il se murmure que Adam Driver, qui a joué donc dans Ferrari sous la direction de Michael Mann, serait en pourparlers pour incarner le jeune Neil McCauley dans Hit 2. Et pour rappel, c'est Robert De Niro qui tenait le rôle dans le premier film. Pour l'instant, il y a des discussions avec Warner Bros qui pourraient produire et distribuer le film. Hit 2 en fait sert à la fois de préquel et de suite au premier film, et l'histoire en fait suit les personnages principaux avant et après les événements qu'on a vus dans le film de Michael Mann. En fait, l'histoire reviendrait d'après j'ai pas lu le livre, hein, mais je me suis basé sur ce Tu que t'es disait renseigné, Michael ouais. Mann, et je me suis renseigné. En fait, l'intrigue permet au lecteur de revenir à Chicago en 1988, ce qui permet de suivre McCauley et son équipe lors de premiers braquages. Et en même temps, on a aussi la carrière de Vincent Hanna au sein du Chicago Police Department. Donc il y aurait encore cet affrontement entre la police et les truands, donc De Niro et Pacino. Ça a été un best-seller quand même, Hit 2 du New York Times après sa publication en août. Donc c'est pas rien quand même, ça a l'air d'être un très bon bouquin. Et on rappelle que le film original de 95 est devenu un classique du genre policier, si ce n'est l'un des plus grands films de braquage ou l'un des plus grands films de flics et truands de ces dernières années. Et pour l'info, Ferrari, donc le dernier film de Michael Mann, raconte l'histoire d'Enzo Ferrari, le créateur de la voiture et de l'écurie Ferrari, et sortira très prochainement en France. Voilà. Très cool. Bon, bah écoute, on va bien voir ce que ça va donner. Petit passage par le jeu vidéo cette semaine, puisqu'on a eu des informations autour, enfin, de l'officialisation de la PS5 Slim. Vous savez qu'à peu près au niveau de la moitié de la durée de vie d'une console de jeu, on va dire, ce qu'on appelle un rafraîchissement. Et bah le voilà, du coup, pour la PlayStation 5, Sony l'a annoncé. Pour novembre aux États-Unis, on attend la date officielle, mais aussi pour la France. Bon, ce qu'il faut voir, c'est simplement qu'il y a un volume qui est réduit de 30%, donc vraiment, elle s'est très affinée, parce que la PS5, c'est vraiment un tank. Hein. Elle en a besoin. Ouais. Le poids de la console a baissé entre 18 et 24% suivant le modèle, puisque pour rappel, la PS5 est disponible en deux modèles, une version avec un lecteur de disque Blu-ray HD, et une version sans le lecteur de disque. Donc évidemment, il y a deux prix. On rappelle, hein, la PS5 avait commencé par être vendue 500 € à la base, elle a augmenté son prix, elle est à 550. C'est le cas aussi de la PS5 Slim avec lecteur de disque, et 450 pour la version sans lecteur de disque. Donc tout ça, c'est pour novembre aux États-Unis. On imagine que ça va être prêt pour la fin d'année, hein, pour l'Europe et la France. Donc vous attendez pas à gagner de l'argent en achetant une PS5 Slim. En revanche, voilà, elle sera plus petite, elle sera moins lourde. En revanche, si vous voulez la mettre en mode vertical, il faudra acheter un socle qui sera vendu 30 € séparément, ce qui est un petit peu la douille, on va pas se mentir, pour un morceau de plastique. Voilà, sachez-le, tout simplement. Et pour rappel, on vous conseille plutôt d'acheter la version avec le lecteur de disque, plutôt que sans, puisque sinon vous vous privez du marché de l'occasion et des Blu-ray aussi, tout simplement. Donc vous pouvez aussi acheter un lecteur Blu-ray séparé, mais ça vous coûterait quand même 120 €, donc bon, c'est peut-être pas forcément la peine. Je vous conseille plutôt, moi, la version lecteur de disque. On va parler un petit peu de Microsoft, puisque c'est la grande annonce qu'on attendait. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft a désormais été autorisé au Royaume-Uni. C'était la dernière étape, en fait, avant la validation de tout ce dossier, quoi. C'est ça faisait plusieurs mois, voire années qu'on en parlait, hein, de ce rachat. Donc l'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a enfin donné son feu vert définitif pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Donc ça y est, Activision Blizzard est désormais dans l'escarcelle de Microsoft. On rappelle qu'Activision Blizzard, c'est notamment l'éditeur du jeu vidéo Call of Duty, donc c'est quand même un énorme morceau dans le domaine du jeu vidéo. Mais
Mais précisons aussi qu'il y avait un refus initial en avril. Et en fait, Microsoft avait soumis une version amendée de son projet de rachat à la CMA fin août. Ça y est, ça a été acté. Donc désormais, tout est bon, tout est vert. Dans cette nouvelle version, Microsoft en fait prévoit de vendre les droits de jeux en ligne d'Activision Blizzard, y compris ceux de Call of Duty et de Candy Crush, parce que ça fait aussi partie du package, au français Ubisoft. Donc ça, c'est intéressant aussi comme façon de distribuer les jeux. La CMA avait précédemment donné un accord provisoire en septembre, mais avait exprimé certaines préoccupations résiduelles limitées. Apparemment, tout s'est arrangé du côté de la CMA et de Microsoft. Brad Smith, le président de Microsoft actuel, a exprimé en fait sa gratitude envers la CMA pour son examen approfondi et sa décision positive. Il a également mentionné que cet accord bénéficierait aux joueurs et à l'industrie du jeu vidéo dans le monde entier. Donc on attend de voir exactement voilà, ce que ça va donner du côté de Microsoft. Pour ceux qui s'inquiètent que Call of Duty par exemple ne soit distribué exclusivement que sur les consoles Microsoft, ce ne sera pas le cas, ça a été précisé beaucoup de fois. Évidemment il peut toujours y avoir un revirement de situation, mais il y a très peu de chances parce que tout ça c'est une histoire de gros sous, rappelons-le. Donc vous pourrez toujours jouer à votre Call of Duty sur PlayStation, mais pour d'autres licences il y aura peut-être des changements à venir, des petites modifications. En tout cas c'est intéressant, c'est quand même un énorme changement dans le milieu du jeu vidéo. Ouais. Et ça fait des années que ça dure, hein. Microsoft avait dû montrer patte blanche de nombreuses fois, ça avait été refusé. Bref, c'était vraiment une bataille de communication à savoir est-ce que ça va réussir ou pas. Visiblement, bon bah ça y est. Enfin. Donc on va pouvoir passer à autre chose du côté du jeu vidéo. On va aussi passer peut-être à autre chose du côté de Rick and Morty, puisque potentiellement un film pourrait se faire dans l'univers de la série d'animation. Ouais, c'est Dan Harmon, le créateur de Rick and Morty, qui en fait est chaud, très chaud pour un film basé sur la série, et il est plutôt chaud pour que ce soit Zack Snyder qui s'en occupe. Zack Snyder, rappelons-le, réalisateur de 300, de Man of Steel, Batman v Superman, etc., Justice League, enfin son Justice League à lui, la Snyder Cut. Et en fait, Harmon a révélé que Snyder l'avait approché lui-même pour discuter de la possibilité de réaliser un film Rick and Morty. Bon, Harmon, lui, sentait que c'était dit sur le ton de la plaisanterie, mais il précise qu'il aimerait bien voir une Snyder Cut du film Rick and Morty qui durerait 6 heures, dont 3 en noir et blanc. Évidemment, voilà, il rigole là-dessus, mais plus sérieusement, en fait, Dan Harmon, le créateur de Rick and Morty, serait intéressé de porter la franchise au cinéma, et même s'il n'y a pas encore de scénario, il discuterait actuellement avec Warner Bros. Pour porter le film voilà, sur grand écran. Il imagine le film en fait comme une aventure Rick and Morty avec un budget plus conséquent que celui de la série, qui durerait à peu près 90 minutes, sans changement dramatique majeur. Il préférerait aussi apparemment bosser sur le film pendant que la série est en cours de diffusion. Et il aimerait que la fin potentielle de la série, et que ça concorde avec le film, se coïncide en fait avec le 15e anniversaire du personnage de Morty, où on pourrait le voir grandir et devenir indépendant, devenir adulte. Voilà, bon. Faut en prendre et en laisser avec Dan Harmon, parce qu'évidemment, c'est un créateur... je vais utiliser le mot farfelu, voilà, qui a bossé sur Community, qui bosse sur Rick and Morty, donc voilà, et des fois il en dit, il fait pas mal de blagues là-dessus, mais je pense qu'il est très chaud quand même pour faire un film, et Warner Bros serait sur les rangs pour l'accompagner, quoi. Très cool. Alors on va parler aussi toujours de Rick and Morty, cette fois de la série animée, puisqu'on a un changement de casting vocal, vous savez, parce que Justin Roiland a été écarté de la série, donc on a désormais 2 nouveaux acteurs pour incarner Eric et Morty. Exactement. En fait, le truc, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, Justin Roiland était le co-créateur de Rick and Morty avec Dan Harmon, et c'est lui qui prêtait sa voix à Rick et à Morty. Donc, évidemment, très difficile de trouver un remplaçant ou plusieurs remplaçants pour les voix de Rick and Morty. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que les studios ont décidé de faire, en fait, pour Rick and Morty. Et le premier épisode de la saison 7 de Rick and Morty a été diffusé ce dimanche aux États-Unis, et on a enfin eu les noms des 2 doubleurs qui remplacent respectivement Rick et Morty. On a Yann Cardoni qui double désormais Rick Sanchez, et Harry Belden qui prête sa voix à Morty. Donc c'est plus un seul acteur pour 2 voix, c'est désormais un acteur par personnage. Justin Roiland, lui aussi, doublait d'autres personnages principaux, c'était pas les seules en fait voix qu'il faisait, donc il y a aussi d'autres acteurs qui prêtent leur voix à des personnages bien connus de la série. Pour voilà, la petite anecdote, le générique d'introduction aussi a été modifié de Rick and Morty, et voilà, tu l'as rappelé tout à l'heure, mais Justin Roiland a été séparé d'Adult Swim, en fait a quitté Adult Swim, donc qui est la chaîne qui
distribue et produit Rick and Morty depuis le début, suite à des plaintes pour violences domestiques, même s'il a été relaxé par la justice. Voilà, son image est entachée et donc il ne reviendra probablement jamais. Exactement. Très bien, merci pour ces informations. Continuons les brèves avec Daredevil. Vous savez que Daredevil doit revenir à l'intérieur du MCU avec sa propre série, qui a d'ores et déjà été commandée pour 2 saisons, qui s'appellera Daredevil Born Again. Et cette série, elle est un peu troublée dans son processus créatif, puisque Marvel a décidé de recommencer. Quasiment. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà la moitié des épisodes qui ont été commandés, sont déjà tournés. Il y a eu une pause, évidemment, dans le tournage, puisque il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs qui se sont enchaînés, et ça a permis à Marvel et à Kevin Feige, du coup, le grand ponte du MCU, de regarder tout ce qui avait été tourné, et visiblement, ça fonctionne pas des masses. Le principe de Daredevil Born Again, qui avait été pensé comme une série, on va dire, de tribunal, une série, on va dire, d'enquête, quasiment. Et visiblement, ça fonctionne pas. Donc, ils vont garder quelques choses, quelques scènes qui ont été tournées, mais ils vont repartir à pas zéro, mais quasi, avec de nouveaux scénaristes. Les 2 scénaristes précédents, ils vont passer producteurs exécutifs. Donc c'est vraiment chamboulement total autour de Daredevil Born Again, qui va certainement, évidemment, prendre du retard sur sa date de sortie. Et donc voilà, c'est pas très très bien engagé du côté de cette série Marvel Studios, ce qui nous permet aussi de vous alerter sur un changement a priori qui va s'opérer du côté de Marvel d'un point de vue télévision et séries télé, puisque toute cette période, et évidemment les grèves des scénaristes et des acteurs ont permis aussi de remettre un petit peu le débat du scénariste au cœur de la production de ces séries télé. Parce qu'on le rappelle quand même, les séries télé Marvel, à la base, c'est on les valide, on tourne pas de pilote, on balance 150 millions de dollars là-dedans, et puis on voit ce que ça donne. Si ça marche pas, on fait des reshoots, et puis voilà, bon, ce qui a donné, ce que ça a donné, on en a parlé il y a quelques semaines dans Pop News dans un gros sujet. Bon, voilà, donc visiblement, tout ça, ça a permis un petit peu de redébattre et de redéfinir les angles et les perspectives de Marvel Studios sur Disney+, et dans les séries télé. Donc a priori, ils sont en train de revenir plus ou moins à une production plus traditionnelle. Ouais, il faut marcher arrière un peu, ouais. On peut le dire, il faut marcher arrière. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura désormais des vrais showrunners qui vont s'occuper des séries télé, il y aura des vrais cadres exécutifs spécifiquement entraînés et expérimentés sur de la production télé qui vont s'occuper de ça, plutôt que de faire des exécutifs qui font à la fois film et télé. Donc voilà, l'objectif c'est de vraiment remettre un petit peu le scénariste au cœur du débat, ce qui n'était plus du tout le cas avec ce que testait le MCU en série télé. Non, exactement. On a une question dans le chat intéressante d'Armel qui nous dit: je n'ai pas saisi la différence entre la précédente série Daredevil et la nouvelle en projet. C'est une très bonne question. Rappelons que la première série Daredevil avait été diffusée sur Netflix au mi-temps des années 2010, dans mes souvenirs 2015 jusqu'à 2018 à peu près. Ça avait donné d'ailleurs un spin-off The Punisher, et puis pour le reste il y a eu d'autres séries, The Defenders, qui réunissaient d'autres super-héros comme Luke Cage et Iron Fist, etc. Jessica Jones. La différence en fait, c'est que ça n'avait pas été produit à l'époque par le MCU. Ce n'était pas une série du MCU, donc elle faisait pas partie en fait de l'escarcelle de Kevin Feige, dans le sens où elle faisait pas partie de l'univers étendu qui avait été créé et lancé par Iron Man jusqu'à Avengers, etc. Donc c'était une série sur le côté. On avait des références de temps en temps à des super-héros, mais c'était vraiment à la marge dans cette série Daredevil. Sauf qu'aujourd'hui, ces séries-là ont été vraiment mis au placard, un peu comme ce qui avait été fait sur Star Wars parfois avec des livres à côté. On appelait ça l'univers étendu, voilà. Donc désormais, en fait, Marvel préfère faire ses propres séries, Marvel Studios, et donc ça donne une nouvelle série qui s'appelle Daredevil Born Again. Malheureusement, comme tu viens de le dire à l'instant, la série ne séduit pas et ils veulent faire quelque chose de plus intéressant et peut-être revenir en fait à ce côté un peu gritty, un peu brut qui était Daredevil de l'époque, qui avait énormément plu aux fans. D'ailleurs, à l'époque, les fans étaient très déçus que la série s'arrête parce que c'était l'une des plus populaires, l'une des séries de super-héros les plus populaires sur la plateforme. Voilà, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais en tout cas,
pour faire très simple, ce n'est pas du tout les mêmes producteurs, ce n'est pas du tout le même studio en fait qui lance cette série Daredevil. Exactement. C'est vrai qu'il y avait vraiment la branche Netflix, en fait, Marvel Télévision, et en fait, le MCU n'avait pas spécialement de prise sur ces personnages-là. Ce qui va se passer aussi, c'est que ce qu'ils ne faisaient pas avant, c'est des pilotes. Donc, ils vont tourner des pilotes, ils vont faire des bibles des séries. Enfin bref, tout ce que Marvel ne faisait pas avant, ils vont revenir là-dessus et ils vont finir par le faire. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous qui nous plaignons un petit peu de la qualité des productions Marvel télé, notamment, je pense que ça ne leur fera pas de mal. Très clairement. Tant mieux. Parlons de Matthew Vaughn qui a donné une interview récemment et qui a notamment donné des nouvelles d'un potentiel reboot de Kick-Ass. Oui, alors reboot de Kick-Ass, en fait, Matthew Vaughn, le réalisateur donc, de Kick-Ass premier du nom, il n'a pas réalisé Kick-Ass 2, était présent au New York Comic Con cette semaine et il a annoncé qu'un reboot de Kick-Ass, non pas une suite, allait avoir lieu prochainement. Donc, on rappelle que le Kick-Ass, c'est l'histoire d'un super-héros adolescent qui fait équipe avec Hit Girl, qui est une tueuse adolescente elle aussi. Si vous n'avez pas vu le film, on vous le conseille. Plus le premier que le deuxième. Oui. Et ce reboot aussi d'ailleurs. Et le comics aussi qui est très très bien. Ce reboot sera consacré en fait à de nouveaux personnages et on ne devrait pas revoir en fait les personnages incarnés par Aaron Taylor Johnson, donc qui jouait Kick-Ass, et Chloé Grace Moretz qui jouait Hit Girl. Donc ces personnages-là seront mis de côté. C'est vraiment un reboot pour parler d'autres personnages et d'étendre la franchise parce que c'est vrai qu'elle était un peu endormie depuis Kick-Ass Volume 2 qui était sorti au début des années 2010, 2012, 13 dans mes souvenirs. Ça commence à dater, ouais. C'est ça, exactement. Donc Matthew Vaughn, en fait, reviendra sur ce projet-là. On n'a pas encore de date exacte, mais ça devrait se tourner assez prochainement. Et je profite de parler de Matthew Vaughn pour évoquer aussi Kingsman 3, parce que Matthew Vaughn est le réalisateur de Kingsman 1, 2 et Kingsman qui revenait première mission merci, qui revenait pendant la Première Guerre mondiale, qui était un film plutôt ok, et Kingsman 3 en fait que les gens attendaient parce que les gens aiment beaucoup cette licence là. Et toujours lors du New York Comic Con, Matthew Vaughn a annoncé qu'il prévoyait de tourner Kingsman 3 en 2024 et que Taron Egerton devrait reprendre le rôle d'Eggsy pour cette suite de Kingsman. Donc le film devrait entrer en production très prochainement. On devrait peut-être avoir des idées de pitch et de scénario aussi à vous dévoiler d'ici quelques temps. Donc c'est plutôt réjouissant parce que la fin du 2 laissait entendre qu'il allait y avoir une suite, mais ça fait quand même depuis maintenant 2016 aussi, je crois qu'on attend une suite à Kingsman. Exactement. Voilà. Super nouvelle tout ça. On va passer à Ocean's 11. Saviez-vous qu'un projet de préquel était dans les cartons? Eh bien, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, c'est possible, puisque le producteur qui s'appelle José McNamara s'est exprimé lors d'un red carpet, d'un tapis rouge, du British Film Festival, et il nous a rappelé ce projet qui est en cours depuis à peu près un an. C'est Margot Robbie et Ryan Gosling qui se retrouveraient après Barbie dans ce film, qui devrait être un préquel du coup d'Ocean's 11, plutôt situé dans les années 60. Donc voilà, on n'en sait pas grand chose de plus, mais moi ça m'enthousiasme plutôt pas mal, parce que moi j'aime bien les films de braquage, j'aime bien Ocean's 12, 11, Ocean's 12, 13 un petit peu moins, et Ocean's 8 j'ai pas vu. Enfin, bref, donc du coup, c'est honnêtement pourquoi pas un petit revival de cette série de films. Ça peut m'intéresser. Ça peut être sympa. Bon, encore une fois, ça manque, ça prouve plutôt le manque d'imagination d'Hollywood. Hein. Mais bon, on est bien d'accord. Si c'est avec Ryan Gosling, ça peut être sympa. Margot Robbie, on aime beaucoup. Donc allons-y. Je continue avec Loki saison 2 qui est revenu il y a d'ores et déjà 10 jours à l'heure où on enregistre ce podcast, avec l'épisode 1 qui a fait ses petit chiffre de visionnage, puisque sur les 3 premiers jours, il y a 10,9 millions de vues qui ont été engrangées pour la série. À titre de comparaison, l'arrivée d'Ahsoka en 5 jours, c'était 14 millions de vues, donc ça devrait plutôt être dans ces clous-là. Voilà, Loki saison 2 qui était donc très attendu et qui confirme son statut de série Marvel, on va dire phare du service de Disney+. Une bonne nouvelle et potentiellement du coup un succès qui se poursuit pour cette série avec Tom Hiddleston, dont on vous parlera évidemment au moment où elle se terminera dans Pop News, bien évidemment. Tout à fait. Parlons de Gen V, qui a peut-être déjà mis dans les cartons une saison 2.
Ouais, alors c'est ce qui se murmure. Alors Gen V, on rappelle ce que c'est une série de super-héros spin-off de The Boys, diffusée sur Prime Video. La showrunner, c'est Michel Fazekas, et en fait, même si la série n'a pas encore été prolongée pour une saison 2, Michel Fazekas et le producteur exécutif Eric Kripke ont discuté en fait des possibilités pour une éventuelle saison 2. Bon, vu le succès de The Boys et vu toute la communication qu'il y a autour de Gen V en ce moment, il y a de grandes chances que la saison 2 se fasse. En fait, Gen V raconte l'histoire d'adolescents qui vont dans une école spécialisée pour devenir des super-héros. Si vous voulez, en fait, c'est X-Men en trash. Clairement, c'est ça. Oui. Ça aborde des sujets comme le sexisme, le racisme, les troubles de l'alimentation, la schizophrénie, l'automutilation, l'agression sexuelle. Donc c'est quand même des gros sujets qui sont taclés par la série, mais toujours de manière assez fine, si je peux dire. Voilà, si je peux dire. Fine dans le sens. Je sais pas si c'est le mot. Non, mais en tout cas, c'est bien fait. Voilà, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien amené à chaque fois. Et donc, la showrunner Michel Fazekas explique qu'il y a plusieurs saisons qui sont déjà prévues en fait depuis la création de Gen V. Donc, ils ont un plan sur plusieurs années et ça, c'est plutôt rassurant. Et de son côté, en fait, Eric Kripke, donc le producteur exécutif et aussi créateur de The Boys, la série d'origine, a confirmé qu'une salle d'écriture pour la saison 2 existe déjà pour Gen V. Donc voilà, et je terminerai par une déclaration de Vernon Sanders, qui est co-responsable de la télé en fait chez Amazon Studios, qui est optimiste quant à l'avenir de la série. Donc voilà, les feux semblent être au vert, ça a l'air d'être plutôt engageant pour une saison 2. En tout cas, nous, à Pop News, on a plutôt bien aimé les premiers épisodes. On va vous en parler en fin d'émission. Ouais, exactement. Donc restez jusqu'au bout pour savoir et connaître notre avis sur Gen V. Exactement. Ah ben, il y en a une autre de série qui est plutôt sur de bons rails, c'est The Walking Dead Daryl Dixon, le spin-off de la série qui a été diffusée, toujours pas en France, mais aux États-Unis, qui vient de terminer sa diffusion et qui s'est terminé avec un teaser de sa saison 2 qui termine avec un retour assez attendu d'un personnage et une annonce aussi, c'est le titre de cette saison 2. Ce sera The Walking Dead Daryl Dixon, The Book of Carol. Donc le livre de Carol, un petit peu le livre de Boba Fett, on lui espère quand même d'être plus qualitative que cette série. En tout cas, voilà, un retour, celui de Carol Pelletier dans la série The Walking Dead Daryl Dixon. On ne sait pas exactement comment ils vont gérer ça. Moi, j'ai pas vu les épisodes de Daryl Dixon, puisque ça n'est pas disponible en légal en France, donc c'est un peu dommage. Petit coup de Air France au-dessus de l'Atlantique, je pense. Voilà. Ça marche. Ouais, j'en suis pas à ce niveau-là quand même, même si la série m'a un petit peu plus hypé que certaines autres. Les chiffres d'audience sont plutôt bons, d'ailleurs, côté Walking Dead Daryl Dixon. Ils sont meilleurs de mémoire que ceux de Dead City, qui était le spin-off de juin dernier, dont je vous avais parlé déjà dans Pop News. Donc écoutez, voilà, on espère quand même un jour qu'un diffuseur français se mette sur les rangs, quoi. Alors, je vais rajouter juste deux petites choses là-dessus sur le diffuseur français. En fait, apparemment, il y aurait déjà un doublage français qui serait en cours. Donc, il y a de grandes chances qu'il y ait un diffuseur français si on met des doubleurs français sur le projet. Et deuxième chose, c'est quand même le titre le plus pourri du monde, quand même. The Walking Dead Daryl Dixon, The Book of Carol. Déjà, les gars, vous pouvez pas faire un truc plus court et mettre le nom de deux personnages dans un seul titre, c'est quand même un peu la lue. Mais même avec tout ça, j'ai quand même envie de voir la série qui a l'air quand même plutôt sympathique. On va rappeler d'ailleurs qu'à l'époque, ce spin-off était prévu pour être un spin-off sur Daryl et Carol. Oui, c'est vrai. Mais qu'au final, ils avaient pivoté sur Daryl Dixon, puisque Norman Reedus voulait tourner en Europe pour se rapprocher un petit peu de sa famille, et Melissa McBride, qui est donc l'interprète de Carol, avait dit que ça l'arrangeait pas trop, donc elle était restée aux États-Unis. Donc ils avaient pivoté autour de Daryl Dixon, donc visiblement. Tout ça, c'est un petit peu en train de se rejoindre. Dans un crossover. Très bien. Et bien la dernière brève de cette semaine, c'est celle autour de HBO Max, qui va peut-être enfin arriver en France. Là, c'est même sûr, en fait, on vous en parle depuis très longtemps, et on s'en plaint depuis très longtemps que HBO Max, en fait, ne débarque pas en France, sauf que là, on a eu la news, en fait, aujourd'hui, voilà, le 16 octobre, jour où on enregistre, qu'HBO Max va arriver en France au deuxième semestre 2024. À la base, on rappelle qu'en fait, c'était initialement prévu pour 2023, mais le lancement, en fait, a été reporté en raison des fusions des groupes Warner Bros et Discovery. La plateforme de streaming
a été renommé Max, donc on dit HBO Max, c'est pour voilà, donner un petit peu le truc, mais ça s'appelle vraiment plus que Max maintenant. Warner Bros Discovery en fait lancera Max dans 22 pays européens à partir du printemps 2024. Ce sera d'abord lancé dans des pays nordiques et ibériques, les Pays-Bas et l'Europe centrale et orientale. Pour la France et la Belgique, le lancement est prévu pour le deuxième semestre 2024. Possiblement à la fin de l'été ou à l'automne, donc d'ici un an. Voilà, il va falloir patienter encore un an avant de découvrir Max. Et on le rappelle, en attendant, les programmes en fait du studio Warner et de HBO sont disponibles via le Pass Warner sur Prime Video. Donc vous êtes en fait obligé d'être abonné à Prime Video, plus de rajouter un petit abonnement Warner pour avoir exactement ces 10 € pour obtenir les films et séries qui sont disponibles sur Max aux États-Unis. Voilà. Donc un nouvel abonnement en plus, voilà, vous serez ravis évidemment de l'apprendre. Tout ça, on commence à être habitué, bien entendu. Merci pour toutes ces brèves. Merci voilà à toi. Pour la fin. C'était déjà un joli tour des brèves, l'air de rien. Il y avait beaucoup de choses à dire. Ouais,